Le néoclassicisme est une catégorie stylistique appliquée à la peinture, la sculpture, l'architecture, les arts du décor et recouvrant une période qui va grosso modo de 1760 à 1830. Dans l'architecture, il est caractérisé par la sobriété, les lignes droites, les formes imitées de modèles antiques grecs et romains, et ses représentants principaux, pour n'en citer que deux, sont les architectes Ange-Jacques Gabriel, ici à gauche de l'écran, et Claude-Nicolas Ledoux, à droite. En peinture, le néoclassicisme est caractérisé par le choix de sujets liés à l'héroïsme et le sacrifice tirés de l'histoire des Romains et des Grecs, des sujets mythologiques, et plus tard, des sujets tirés de l'histoire contemporaine. Le style est caractérisé également par une composition très claire et géométrique, souvent en frise, inspirée de bas-reliefs antiques, une touche lisse, c'est-à-dire aucune trace de brosse n'est visible, aucune trace du geste, si l'on veut. Et on peut citer pour exemple deux peintres, ici Jacques-Louis David et le célèbre Serment des Horaces, et son élève Jean-Auguste Dominique Ingres. Il a souvent été écrit que la naissance de ce mouvement remonte à une œuvre de Joseph-Marie Vien, La marchande d'amour, peinte en 1763. L'archéologue et historien de l'art Joachim Winkelmann et le peintre et historien d'art Anton Raphael Mengs sont reconnus pour avoir participé à établir les fondements théoriques du courant artistique. Plus largement, le renouveau théorique s'inspire des écrits alors sur l'art antique. Par ailleurs, le style néoclassique aurait été largement conditionné par les découvertes archéologiques lors des chantiers de fouilles à Herculanum et Pompéi. Et enfin, le néoclassicisme serait né en réaction au rococo, auquel nous avons consacré un excursus. En effet, le style est apparu comme une réaction à la frivolité des sujets de la peinture d'artistes comme Boucher ou Fragonard et aux ornements rocailles caractérisés par l'emploi des lignes ondulantes, des courbes et contre-courbes. Le problème de cette catégorie stylistique, comme toutes celles dont il a déjà été question précédemment dans ce cours, est qu'elle véhicule une image caricaturale et réductrice des arts du XVIIIe siècle, réduisant en système un contexte artistique complexe. Si cette forme de périodisation historique est commode, surtout dans le cadre de la rédaction de manuels en histoire de l'art, le problème est qu'elle normalise la production artistique sans rendre compte de la diversité du goût, des pratiques et des modèles. Revenons sur l'apparition et le développement de la notion. Contrairement aux autres périodisations stylistiques de la période moderne, comme le baroque, la Renaissance ou le romantisme, le néoclassicisme est relativement tardif. Le terme néoclassique commence à être utilisé vers 1880. Pourtant, la notion en tant que catégorie stylistique se dessine seulement dans les années 1970 à travers quelques ouvrages et des expositions internationales telles que l'exposition de Londres en 1972, The Age of Neoclassicism, et en 1975, une exposition organisée par l'Institut d'art de Détroit et le Musée du Louvre, une exposition intitulée « De David à Delacroix ». Les organisateurs d'expositions apprécient cette périodisation de l'histoire de l'art qui rend plus facile et lisible leur parcours d'exposition et leur accrochage. La notion, dès sa naissance opposée au rococo, nous l'avons dit, est héritière d'une conception formaliste de l'art initiée par l'historien de l'art Heinrich Wölfflin. Selon ce dernier, la forme
et par extension le style, est la traduction d'un mode de vision caractéristique d'une époque. Ainsi, les œuvres d'art seraient finalement comme les symptômes de l'essence d'une période de temps donnée. Toujours selon lui, dans l'histoire de l'art, la production artistique classique et baroque, deux principes opposés, on pourrait dire aussi classicisme et anticlassicisme, alternent suivant une dynamique bipolaire. Ainsi, pour les suiveurs de Wölfflin, aux futilités et tournoiements du rococo succèdent la sévérité et la froide beauté idéale du néoclassicisme, qui sera lui-même suivi par les bouillonnements du romantisme. Si le mot néoclassicisme n'était pas encore utilisé, cette idée d'une succession style fantasy, style sévère, apparaît déjà vers 1800 dans le musée des monuments français d'Alexandre Lenoir. Dans l'ouvrage Le musée des monuments français, Alexandre Lenoir évoque le règne frivole de Louis XV, suivi par un style sévère qui, je cite, en combattant avec une constance vraiment énergique le mauvais goût qui dominait dans nos académies sous un règne entièrement livré à la mollesse, parvint à régénérer entièrement les arts. S'il peut paraître séduisant, le problème d'un tel système est qu'il envisage les œuvres d'art comme appartenant à un monde autonome. Par ailleurs, Winckelmann, qui est souvent considéré comme le fondateur de la théorie néoclassique, comme un chef de file, or, des recherches récentes sur la réception de son œuvre ont montré que ces textes ne furent presque pas lus dans la langue originale, mais dans des traductions souvent non fidèles, un peu approximatives. Aujourd'hui, la notion de néoclassicisme n'est guère plus utilisée par les chercheurs qui adoptent des méthodologies plus historiques et sociales, s'efforçant de réfléchir aux liens entre les œuvres d'art, les pratiques artistiques, la culture de l'époque, l'économie, ainsi que les institutions politiques.